Alors bonsoir à tous et merci Marie-Laure de l'invitation. Donc vous êtes... Alors je vais me présenter. Oui, voilà. Et ce que vous faites? Voilà. Alors moi je m'appelle Caroline, je suis aide-soignante et ça fait presque 10 ans que j'use les semelles de mes tennis dans ce service de soins palliatifs à la clinique Saint-Laurent. 10 ans que je grandis auprès de ces patients et de leurs proches, tous blessés par la maladie. 10 ans aussi que je participe à la vie de cette équipe, avec une seule devise, on ne laissera personne à terre. Nous sommes là aussi les unes pour les autres. Et je souhaite à tout le monde de rentrer chez soi parfois et de ressentir cette sorte de devoir accompli. Bonsoir à tous, je suis Émilie, je suis infirmière en unité de soins palliatifs à la clinique Saint-Laurent depuis 14 ans. Quand j'ai débuté dans ce service, ce n'était pas un choix. Et ça en est devenu très rapidement un. À 21 ans, jeune diplômée, je n'avais pendant mes études jamais accompagné de patients en fin de vie. Et il y a 15 ans, en école d'infirmière, nous n'avions pas de cours sur la fin de vie. Les idées reçues dont Marie-Laure parlait tout à l'heure étaient les miennes également. Et travailler en soins palliatifs me faisait peur. Je pensais également que j'étais trop sensible pour travailler dans ce type de service. Et finalement, ma sensibilité est devenue un atout. Et j'ai trouvé cette sensibilité chez chacune de mes collègues. Pourquoi je suis restée dans ce service ? Dans un système de soins malade, fragile, les soignants sont en perte de sens. Nous mettons et trouvons du sens dans chacun de nos soins, dans chacun de nos paroles, dans chacun de nos gestes. J'ai trouvé des équipes soudées, fortes et douces à la fois, passionnantes et passionnées par leur métier, dans le partage. Je vous l'ai dit, je n'étais pas formée et ce sont mes collègues qui m'ont tout appris. Maintenant, j'essaie à mon tour, au quotidien, de transmettre cette jolie culture palliative aux étudiants et à mes collègues. Bonsoir, moi je suis Valérie, infirmière à l'unité de soins palliatifs de jour depuis 8 ans. Voilà, travailler en soins palliatifs était aussi pour moi un choix, sans avoir eu également aucune formation au préalable, si ce n'est celle du terrain. C'est pourquoi, après plusieurs années d'exercice en service de cardiologie, je me sentais démunie et insatisfaite dans les prises en charge des fins de vie. J'avais envie de développer un côté plus humain, de faire du singulier et du sur-mesure. Moi, ce qui me donne envie et me permet de continuer en unité de soins palliatifs, en premier, c'est la temporalité. Et ensuite, c'est la force, le soutien et la cohésion de notre équipe pluridisciplinaire, de jour et de nuit. Alors oui, l'USP n'est pas un service facile, mais comme finalement je pense beaucoup de services, et c'est une concentration de moments de vie, de partage, d'ascenseur émotionnel, d'adaptabilité, de transparence et d'investissement sur le plan humain, avec, comme le disait Marie-Laure tout à l'heure, des complexités, soit avec le patient, de tout ordre, ou avec sa famille. Ce service me permet de prendre conscience de l'importance du regard porté à l'autre, car une présence, un regard, fait exister. Je me rends compte que je peux prendre soin sans faire des soins, et que faire des soins n'équivaut pas forcément à prendre soin. Mais j'ai aussi appris à accepter de ne pas toujours avoir de réponse, à être là tout simplement. Je pense que ce sont toutes ces petites choses qui distinguent notre travail en soins palliatifs et qui font peut-être la différence dans nos prises en soins. Finalement, les soins palliatifs, comme je vous le disais, c'est mettre du sens dans tout. Lorsque nous prenons une décision pour le patient, ces décisions se prennent en équipe. Le plus souvent, on parle de balance décisionnelle bénéfice-risque. Quand on met en place un traitement, par exemple, ou lorsqu'on décide d'en arrêter un, on réfléchit toujours aux bénéfices que cela peut apporter au patient et on met en face les effets indésirables que ça pourrait induire pour lui. Donc à chaque fois, le patient est mis vraiment au cœur des décisions. Au premier plan, son intérêt est toujours mis en avant et le patient est aussi intégré dans ses prises de décision. Les décisions se prennent en équipe pluridisciplinaire. Nous croisons nos regards, nos expériences, nos sensibilités. Finalement, le patient ne nous confie pas les mêmes choses. Il ne dit pas les mêmes choses au médecin, à l'infirmière, à l'aide-soignante, à la psychologue. Donc nous croisons un petit peu nos regards et nos sensibilités.
Dans notre service, nous regroupons les soins. Nous travaillons en binôme, une infirmière avec une aide-soignante et parfois même avec la kiné, de façon à regrouper nos soins pour que pour le patient cela soit le moins long possible, pour le mobiliser à plusieurs, pour éviter de réveiller des douleurs. Nos soins sont également anticipés. Par exemple, après un soin long, un pansement long ou même avant une toilette, on propose aux patients des traitements contre la douleur ou contre l'anxiété pour que les soins se passent le mieux possible pour lui. Le matin, en unité de soins palliatifs, pas de réveil à 7 heures. Nous laissons les patients se réveiller seuls, naturellement. Il en est de même pour les repas. Pas d'heure pour les repas, pas de plateau imposé. C'est encore une fois le patient qui est au cœur des décisions. Les soins palliatifs, effectivement, c'est s'adapter, faire du sur-mesure, s'adapter aux besoins, aux envies, aux capacités de chaque patient et réévaluer cela tous les jours, voire même plusieurs fois par jour. Il est primordial de s'adapter à la personne. Tous nos patients sont différents, leur vécu, leur âge, leur relation familiale, leur histoire de vie est tout simplement singulière. Il nous arrive régulièrement d'accompagner des enfants dans le service dont l'un des parents est hospitalisé. Et là, je pense par exemple à un jeune papa avant cet été qui avait été adressé par son médecin traitant car le maintien à domicile avec les aides devenait trop compliqué avec 2 petites filles de 5 et 9 ans. Le monsieur était arrivé la veille, comateux. Le lendemain, je rentre dans la chambre et je vois un plaid au sol avec les enfants installés, l'épouse, il y avait les jeux des enfants. La plus petite jouait à cache-cache entre les 2 fauteuils du salon dans la chambre. Et la plus grande, elle semblait un petit peu plus discrète. Elle a été le dos à son papa et elle faisait un dessin au crayon gris. Elle me dit « Je dessine ma famille ». Je lui dis est-ce que ça t'intéresserait de venir voir dans le salon des familles si on a des crayons de couleur et si tu veux mettre un peu de couleur à ton dessin. Et puis voilà, nous voilà partis avec sa petite sœur, le médecin, l'interne, dans le salon. On s'est retrouvés à faire du xylophone, à faire des puzzles, à regarder les livres et à chanter. Il y avait une patiente qui faisait une petite pause de marche dans le salon avec la kiné, du coup qui s'est joint à nous et qui s'est mise à chanter et à jouer aussi du xylophone. Voilà, je voyais les enfants par la suite faire des allers-retours entre le salon des familles et puis la chambre de leur papa. Et à un moment donné, j'aperçois l'épouse qui était tout près de la porte, mais dans le couloir. Et je lui demande si elle a besoin de quelque chose. Et là, elle me répond « Non, ma fille voulait parler seule à seule avec son papa, donc je respecte et je l'attends derrière la porte. » Voilà, à peine 1 heure après, son papa décédait. Voilà. La fin de vie, c'est une rupture, mais ce temps précieux est aussi parfois le moment des retrouvailles. Et là, je pense à l'accompagnement récent d'un monsieur, isolé socialement, qui a pu renouer avec ses filles qu'il n'avait pas vues depuis de nombreuses années suite à un divorce compliqué. Grâce à l'écriture d'une lettre à ses filles, qui a été postée à la clinique, et à l'intervention de l'assistante sociale qui est allée voir dans la boîte aux lettres de monsieur, avec les clés de monsieur, s'il y avait un retour par courrier, eh bien ces filles ont pu ainsi reprendre contact et accompagner monsieur jusqu'à son décès. Nous avons aussi eu la chance d'être témoins, par exemple, d'un mariage dans le salon des familles. Les soins palliatifs, c'est aussi la médecine des petits riens. On a l'habitude de dire que les soins palliatifs, c'est tout ce qu'il reste à faire quand il n'y a plus rien à faire. Quand il n'y a plus de soins curatifs pour guérir, il y a encore tellement de belles choses et de beaux moments à partager. Et notre devise, c'est d'être dans la vie tout le temps jusqu'au bout. Notre but n'est pas d'aider les patients à mourir dans la dignité, mais bel et bien qu'ils puissent vivre jusqu'au bout dans la dignité. Nous essayons de faire en sorte que les patients et les familles se sentent dans le service comme à la maison. On donne la possibilité aux patients de recevoir dans leur chambre leurs animaux de compagnie, par exemple. Notre but, c'est que le patient se sente vraiment bien et puisse parfois sortir de sa chambre. Nous avons du coup aménagé un joli salon des familles, comme Valérie
on l'évoquait tout de suite, et également une belle terrasse où se jouent de beaux moments, des dernières bougies d'anniversaire soufflées, des verres en famille. Et je pense aussi à un hiver où il avait beaucoup neigé, et un matin, toute la terrasse était enneigée. Donc on a accompagné une patiente sur cette terrasse enneigée. On a confectionné un bonhomme de neige et improvisé une bataille de neige avec Marie-Laure, entre autres. Et quand j'ai raccompagné cette patiente dans sa chambre, elle m'a dit que ce moment avait été pour elle magique et probablement un des plus beaux jours de sa vie. Les soins palliatifs, c'est également la médecine de la lenteur. C'est s'asseoir au bord d'un lit pour tenir une main, pour discuter. C'est parfois même s'allonger dans le lit pour enlacer un patient qui manque de chaleur humaine ou qui a à ce moment-là besoin de ça. Les soins palliatifs, c'est la médecine des soins de confort, de l'alimentation plaisir, des soins du visage et parfois même d'un gloss à la framboise qui peuvent illuminer la journée d'une patiente et d'une soignante. Et là, c'est une petite dédicace à une étudiante infirmière qui se reconnaîtra. Les soins palliatifs, c'est aussi l'engagement. L'engagement de non-abandon, d'une présence. C'est aider les patients à porter leurs projets, même quand cela peut parfois nous paraître, même à nous, ambitieux. Je pense cet été à une patiente hospitalisée dans le service depuis plusieurs semaines, atteinte de la maladie de Charcot, qui avait le souhait de retourner en vacances à La Baule encore une dernière fois. Alors, grâce à la coopération de la famille et à l'HAD, elle a pu partir 15 jours à La Baule et revenir dans le service. Cette patiente est décédée environ une semaine et demie plus tard. Elle a pu réaliser son souhait. Pour cette même patiente, je me rappelle d'une conversation en présence de Marie-Laure où l'on évoque avec elle que ces directives anticipées faites peu de temps avant son hospitalisation ont en fait totalement changé et qu'on n'était pas dans ce qu'elle souhaitait dans ses écrits en fait. Donc en échangeant avec elle sur le sujet, la maladie progressant, la dépendance s'installant, elle nous répond seulement et simplement vouloir vivre encore un peu plus, un peu plus longtemps. Les soins palliatifs, c'est aussi élaborer une relation de confiance, une relation privilégiée avec le patient, mais aussi avec sa famille. Souvent, au domicile, les aidants ont fait beaucoup et passer le relais aux soignants n'est pas une chose facile. Et c'est très compliqué pour eux aussi de laisser le patient le soir. Pour exemple, une famille nous a écrit récemment « C'était très précieux de le savoir avec vous quand il fallait vous le confier le soir ». Le rôle de nos collègues soignantes de nuit est à ce moment-là primordial. Elles qui sont, il faut le dire, en plus petit effectif, pas de visite la plupart du temps, donc elles doivent faire face aux angoisses nocturnes, aux angoisses de mort. Chez nous, pas de tabou, on parle en toute transparence, même quand il s'agit de parler de choses difficiles comme la mort, parce que oui, les soins palliatifs, c'est aussi accompagner la mort. Donc, si je suis là ce soir, c'est pour vous parler en tant que témoin de fin de vie. Mais fin de vie, ça veut dire quoi ? Si on parle des quelques heures, des quelques jours qui précèdent la mort, je parlerai d'agonie. Agonie, ce mot est tellement chargé et du coup redouté qu'on l'emploie très peu. C'est un rendez-vous qui peut faire peur, associé à des représentations collectives. Et pourtant, une grande partie d'entre nous connaîtront ce rendez-vous ultime. C'est une phase que nous connaissons bien dans le service. Il est vrai qu'elle peut impressionner. C'est un enchaînement de défaillances organiques et viscérales qui pourrait sembler dénué de sens. Et pourtant, on voit bien à travers nos accompagnements que cette phase est sûrement, si on y regarde de plus près, un temps nécessaire et peut-être même le rendez-vous de notre vie. Je me souviens d'une patiente qui était une femme de caractère. Enfin, moi, je trouvais qu'elle était de caractère. Une guerrière moderne. Elle avait gravi, entre autres, un sommet de l'Everest. Et au moment de son agonie, elle devait être dans le même état d'esprit que sur ces pentes rocheuses. Les thérapeutiques agissaient difficilement.
Et cet après-midi-là, j'ai fini par m'allonger à ses côtés pour l'apaiser. Je crois qu'on meurt comme on a vécu, avec le même caractère. Cette phase agonique donne du temps aussi, je crois, un temps nécessaire. La semaine dernière, nous avons accueilli une patiente de 50 ans. Et quand j'ai pris mon service au lendemain de son arrivée, j'ai senti que les heures étaient comptées. Cette patiente nous a donné le temps d'accompagner sa famille. Elle avait dit à ses filles, avant d'être hospitalisée, à ses filles de 16 ans et 18 ans, qu'elle rentrerait à l'hôpital et qu'elle s'endormirait. Nous avons pu signifier à chacun que le temps était compté et permis à ses filles de trouver un moment intime avec leur maman dans l'après-midi. Nous avons eu raison d'investir pleinement cette journée. Elle est décédée dans la nuit. Je crois aussi qu'on peut peut-être choisir le moment de sa mort quand on est agonique. En phase agonique, la personne ne semble plus vraiment là, et pourtant. Il y a quelques années, nous avons accompagné une femme d'une 70aine d'années, et tous les soirs, sa fille venait passer la soirée avec elle au moment du repas. Une après-midi, nous avons bien compris qu'elle devenait agonique. Son mari était présent, et je m'attendais à ce que tout aille très vite à l'arrivée de sa fille à 18h. 18h30, pas de fille. Son père ne voulait pas la déranger, elle avait exceptionnellement une soirée ce jour-là. Je lui ai dit qu'il devait la prévenir, qu'il fallait lui laisser le choix et que sa femme avait peut-être besoin de sa fille. Elle est arrivée 20 minutes plus tard, j'étais dans la chambre, elle a couru, elle avait dû courir et sans enlever son blouson et son écharpe, elle s'est précipitée sur la chaise près de sa mère. Au moment où elle a serré les mains de sa maman et qu'elle lui a dit « Je suis là », sa maman a donné ses derniers souffles. Depuis 10 ans, je n'ai entendu aucun patient demander réellement la mort. Je crois que personne ne veut mourir. J'ai vu des lits ressemblant plutôt au radeau de la Méduse, où quoi qu'il arrive, on lutte coûte que coûte. Par contre, très souvent, les demandes de mort surviennent au moment de l'agonie, ce sont les proches qui la demandent. Voir l'être aimé vivre son agonie, c'est trop de souffrance. Le voir s'éteindre à petit feu, ne plus parler, c'est pour certains ingérable, insoutenable. Alors peut-on choisir sa mort ou peut-on choisir la mort de l'autre ? Je ne suis pas sûre d'être assez lucide pour répondre à cette question, ou je suis peut-être en trop bonne santé pour cela. Si j'étais malade, ou que l'un de mes proches l'était, j'aimerais en tout cas pouvoir compter sur des soignants qui m'épauleront et me soulageront, moi et mes proches, dans cette grande vulnérabilité, dans cette épreuve de la vie. Et pour finir, si je devais définir notre rôle, notre métier, dans ces derniers instants de vie, je crois que nous réinvestissons intuitivement des rites de passage, leur sens, celui que notre société, aussi moderne qu'elle soit, a finalement peut-être oublié. Et je vais passer la parole à Véronique et Laponie, peut-être ? Oui. Alors, Laponie, une chienne, c'est ça ? Alors, c'est très certainement c'est une collègue très précieuse et c'est certainement celle qui est la plus poilue de nous toutes. Alors, je ne le prends pas pour moi. Alors, je vous présente Laponie. Laponie, elle intervient maintenant depuis plus de 3 ans dans le service de soins palliatifs de Saint-Laurent. Donc, on a maintenant un bon recul de son action et de ce qu'elle fait au quotidien. Elle intervient une fois par semaine. Elle a vous l'avez vu avec sa cape, elle a un statut de chien d'assistance. C'est un vrai plus pour cette mission parce que ce sont des chiens qui sont très bien éduqués et ce sont des chiens qui sont très sensibles à la détresse et à la tristesse, qui le ressentent très profondément. Et je pense que depuis ces 3 ans, elle a fini, je me tourne vers les filles, elle a fini un peu par trouver sa place au sein de l'organigramme. Je vais vous décrire un petit peu la visite.
le lundi matin, l'équipe soignante commence à parler aux patients en disant on est lundi, c'est le jour où Laponie va arriver. Est-ce que vous avez envie de la voir, oui ou non? Ce qui me permet, quand j'arrive le lundi après-midi, de savoir exactement quels sont les patients que Laponie va rencontrer. Et quand elle commence donc sa visite, je sais qui elle va voir. Et je rentre dans la chambre, je demande si la personne souhaite toujours voir Laponie. Et elle a un petit rituel, elle a un doudou qui est toujours le même. Et ce doudou, elle le prend en salle de soins, elle vient le déposer devant la porte des patients et elle rentre. Et quand elle a fini sa visite, elle reprend son doudou et elle repasse à la chambre suivante où elle redépose son doudou et elle rentre dans la chambre. Et son attitude est très différente. Et en fait, cela dépend un petit peu des patients. Il y a des fois où il y a des patients qui souhaitent qu'elle monte sur leur lit. Donc elle va monter sur le lit, elle reste près des chambres, ou alors elle rampe et elle s'approche de la tête, de la poitrine du patient, et elle va déposer sa grosse tête sur la poitrine dans un sentiment de réconfort. Puis il y a des patients qui n'ont pas envie de ce contact trop lourd sur leur lit, et dans ces cas-là, on pousse une chaise, Laponie monte sur la chaise, et là, elle est à portée de main et de caresses. C'est un petit peu ce que souhaitent certains, c'est un petit peu au cas par cas. Alors, il est difficile pour moi de définir un petit peu le confort affectif que Laponie peut apporter aux patients. En fait, ça dépend un petit peu de chacun. Il y a certains qui veulent lui parler, et il y a d'autres qui veulent juste la caresser. Une chose qui est très importante, je crois, qu'on a vue depuis 3 ans, c'est qu'elle fait des différences entre les patients. Elle fait des différences entre ceux qui ont besoin d'elle et ceux qui sont déjà partis trop loin pour qu'elle ait une quelconque utilité auprès d'eux. Et là, je parle de ce que Caro a dit, des patients en phase préagonique. On a constaté que quand la personne était en phase préagonique, Laponie ne s'approchait pas du tout du patient. Mais par contre, elle va s'approcher de la famille et là, elle va rechercher leurs caresses. Et c'est un moment très étrange d'entrer dans une chambre, une personne est en préagonie, mais on a la famille qui est autour du chien et qui sourit. C'est comme un moment de liberté. Il s'autorise à sourire dans un moment si difficile. Et elle trouve le geste, la lèche, l'attitude qu'il faut pour les faire sourire à ce moment si difficile. Moi aussi, j'avais envie de partager certains moments que j'avais beaucoup aimés avec vous. Moi, j'ai le souvenir d'un échange de regards qui a été très très long entre Laponie et une jeune femme qui s'est tournée vers elle, qui lui a dit « Mais Laponie, moi je vais partir alors que j'aimerais tellement vivre encore un petit peu. » J'ai aussi ce souvenir d'un pan de couverture qu'elle a pris délicatement entre ses dents et qu'elle a soulevé pour pouvoir lécher le bout des doigts d'une jeune fille anorexique qui partait et qu'elle sentait si fragile. J'ai le souvenir aussi de la famille d'une patiente qui avait décidé de repousser sa visite juste pour venir le lundi après-midi pour rencontrer Laponie. J'ai le souvenir aussi d'une personne, d'un monsieur qui avait la maladie de Charcot. Ça nous touche beaucoup, cette maladie, qui avait cette maladie de Charcot, qui ne pouvait pas du tout parler, qui toussait tout le temps. J'ai bien vu que la faire monter sur le lit, c'était pas possible. Alors j'ai poussé une chaise, Laponie est montée à côté de lui, et comme il ne pouvait pas parler, il a juste mis sa main dans le pelage de Laponie, et pendant un temps qui m'a paru une éternité, il a touché Laponie très très longuement. Ça m'a paru être extrêmement long. Quand je suis sortie, j'ai rencontré son fils qui attendait dans le couloir, qui était au bord des larmes et qui m'a dit « Mais c'était super, mon père adorait les chiens. Il ne pouvait pas y avoir de moment plus doux pour lui que ce moment qu'il a passé avec Laponie. » Et enfin, un dernier exemple.
C'était celui d'un maître chien qui n'avait plus beaucoup de liens affectifs avec les gens. Et c'était la période de Covid. Il n'avait pas de visite. Laponie est montée sur son lit et là, ils se sont endormis tous les deux ensemble. Ça a duré le temps d'une très longue sieste. Et je crois qu'il a été vraiment très, très heureux de ce moment-là. Alors, un chien médiateur, c'est un chien un petit peu différent parce qu'il a accès à tous. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un système de soins. On est dans un ailleurs qui n'appartient qu'à eux, auquel on ne peut pas pénétrer, mais qui n'est pas dans le milieu médical. Voilà. Et je trouve qu'à ce moment-là, Marie-Laure avait dit une phrase que j'avais trouvée très belle, c'est qu'elle parvient à créer du lien en dehors du soin. Et une dernière phrase que Marie-Laure m'a dit, elle a dit « Laponie est devenue un maillon indispensable de la chaîne de soins et d'accompagnement proposé aux patients dans notre unité. Un rayon de soleil pour tous, malades et soignants. » Mais merci pour la force de ces témoignages qui rappellent que la mort peut aussi être un temps de vie et l'importance aussi de la relation. Et ce qui me frappe aussi en vous écoutant toutes, c'est l'importance aussi du collectif. Il y a des mots que j'ai entendus quand on sait le drame qui est celui de l'hôpital aujourd'hui, prendre le temps, écouter le patient, et que le soin, c'est pas seulement de la technique, c'est aussi de beaucoup d'humanité. Alors, donc, je vous propose de les applaudir.